Nous voilà de retour dans ce webinaire de l'intelligence artificielle en médecine organisé par la MUB. Ce nouveau module de ce webinaire va approcher le numérique et l'intelligence artificielle et le digital en médecine générale. Les médecins généralistes sont souvent beaucoup trop délaissés dans le développement de l'innovation en médecine et il est grand temps de les inclure et de les rendre partie prenante de cette adoption. Comme je l'ai mentionné, nous avons un baromètre de l'intelligence artificielle en médecine générale en cours qui va justement établir un état des lieux de l'adoption des logiciels, de la santé digitale et de l'intelligence artificielle chez les médecins généralistes. Pour discuter de cette problématique très importante, j'ai deux médecins généralistes académiques de l'ULB qui partagent la scène avec moi aujourd'hui. Le professeur Nadine Kasselenbogen, qui est la directrice du département de médecine générale, professeur de médecine générale à l'ULB et à l'UMONS, et le docteur Benjamin Fokker, qui est académique à la faculté de médecine et qui, chercheur en médecine générale, sensibilise les étudiants en médecine dans le numérique en médecine générale. Voilà. Le professeur Kasselenbogen va commencer la présentation sur l'intérêt du numérique en médecine générale et le docteur Benjamin Fokker va nous parler des spécificités du numérique pour le suivi du patient chronique. Professeur Kasselenbogen, la parole est à vous. Merci, professeur Giovanni Briganti, de nous avoir invités. C'est vrai que la médecine de soins primaires, donc le médecin de famille, mais finalement, c'est pas si nouveau que ça, hein, l'intérêt pour le numérique. Et donc, d'ailleurs, personnellement, quand moi, je suis arrivée dans cette faculté il y a une vingtaine d'années, je voulais faire de la recherche en soins primaires et il ne faut pas oublier le professeur Michel Rolland. C'est lui qui, donc, finalement, a mis en avant cette importance avancée du numérique en médecine, en soins primaires et en médecine en général. Et d'ailleurs, actuellement, donc j'entends qu'il y a la formation et qui se fait notamment en Master 2 et on a bien entendu l'intérêt, l'importance de cela, mais nous, on y met notre patte aussi, non seulement en recherche, donc on est assez, je vais dire, inévitable sur le plan belge, notamment pour ce fameux thésaurus, et ça je vais laisser Benjamin Fokker en parler. Donc ça a commencé déjà il y a longtemps, mais je vais dire les avancées en terminologie notamment, donc se font notamment grâce aux travaux de Benjamin. Et puis il faut savoir aussi que a été créée cette sous-unité d'enseignement où les étudiants, dès le master et quasiment tout au long du master, ont un patient chronique en charge. Et notamment, pourquoi? Pas que pour cela, mais pour apprendre à intégrer tout ce qui se passe lors des rencontres avec ce patient chronique dans un dossier médical informatisé, un DMI, et pour que justement ce soit correctement structuré. Alors on pourrait se demander pourquoi, mais ici tout le monde le sait pourquoi. Mais donc, pour apprendre justement à structurer, à utiliser de manière optimale ce type de logiciel. Et donc, ce type de logiciel permet de structurer justement tout ce qui se passe au sein de nos consultations, le motif de contact, qu'est-ce qui se passe, les diagnostics, les procédures, et de le faire également aussi, je dirais, par problème. Ça, c'est très important, on insiste beaucoup là-dessus. Et pourquoi, évidemment, faire tout cela? Bien sûr, vous imaginez, si toute la population médicale généraliste pouvait structurer correctement ce qui se passe dans les consultations, depuis les plaintes jusqu'au pronostic et l'évolution des maladies, on pourrait faire des études épidémiologiques extraordinaires, comme jamais ça a été fait dans ce pays. Mais aussi, à notre propre niveau, imaginons un dispositif de soins, une maison médicale, un centre de soins intégré. On peut voir comment ça se passe, quelle est l'épidémiologie de tel ou tel problème de santé. Évidemment aussi, on peut aussi améliorer, ça a été dit, je ne fais que répéter, mais je veux dire, c'est déjà maintenant, moi qui ai fait ce passage entre le papier et le numérique, on voit vraiment la différence. Je mets un diagnostic, je tombe tout de suite sur un guide de pratique clinique qui peut affiner mon diagnostic, par exemple, qui va m'aider à éviter aussi des interactions médicamenteuses, donc, enfin, faire tout ce que vous voulez. Donc ça va vraiment améliorer mon raisonnement clinique et ma pratique clinique, donc je serai
plus compétente, on est plus compétent. Et puis aussi, ça a été dit, mais toute la charge administrative est véritablement facilitée. Donc on peut être, je dirais, un homme ou une femme orchestre avec son clavier et beaucoup plus efficace, évidemment. On peut aussi s'auto-évaluer. Hein, donc, combien de personnes n'ont pas encore été vaccinées, chez qui il y a trop de traitements par statine, par exemple. Voilà, il y a des tas d'exemples où on peut s'auto-évaluer, évidemment. Évidemment, il y a le fait aussi que il n'y a pas que nous qui pouvons nous évaluer nous-mêmes. On est profilé, on cible les outliers, comme on dit, et effectivement, l'idée, c'est d'améliorer l'efficience, c'est-à-dire comment mieux faire avec l'enveloppe dont nous disposons. Mais je vais dire que là, ici, je me fais un petit peu l'écho de pas mal de nos confrères hein, de première ligne. C'est qu'évidemment, plus on va être efficace au niveau de l'utilisation de ces logiciels, mieux on va structurer tout ce qui se passe pendant nos consultations. Bien sûr, mieux on aura de connaissances en soins primaires, mieux on va communiquer entre nous, comme ça a été dit, évidemment, et tout ça pour l'avantage des patients. On pourra s'auto-évaluer, mieux pratiquer, et donc il y aura évidemment aussi le fait que ces données, même si anonymisées, eh bien, il va y avoir donc une meilleure, je vais dire, étude de nos actions. Hein, donc on sera entre guillemets profilé, évalué. Évidemment, le but, et je pense qu'il est sincère, c'est l'efficience, mais où est le curseur entre l'efficience et le simple contrôle financier? Donc là, je me fais un peu... donc là, je dis ce que j'entends autour de moi, et on peut comprendre que parfois ce soit pris comme ça. Ce qui veut dire que quand même, les prestataires, quels qu'ils soient, doivent être impliqués dans toutes ces démarches d'avancée actuelle, parce que, oui, il y a aussi de l'éthique là derrière, bien sûr. Je ne vais pas revenir sur la sécurité des données, c'est quelque chose, évidemment, dont on parle toujours. Mais je dirais qu'on peut quand même rêver. Si déjà, moi, maintenant, d'un simple clic, je tombe sur un guide de pratique clinique, mais pourquoi est-ce que le logiciel, à un moment donné, en tenant compte de mon patient dans le dossier X, en tenant compte de toutes les caractéristiques, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas me proposer des diagnostics différentiels, par exemple, qui sont, je vais dire, en lien direct avec ce patient. Je me souviens avoir lu des études où, en fait, les meilleures performances en imagerie, bien sûr, si on comparait l'intelligence humaine à l'intelligence artificielle, il y avait généralement l'intelligence artificielle qui était gagnante, mais que les études montraient que c'était l'association entre les deux qui était d'autant plus performante. Puis, souvent, on se dit dans le département que quand même, face à cette avancée technologique, vraiment, le généraliste, c'est lui qui va finalement le mieux s'en sortir, parce que le côté relationnel, communication, le lien qu'on a avec les patients, c'est tellement primordial, malgré la technique, malgré le biomédical, que quelque part, finalement, cette intelligence artificielle qui se profile, c'est vraiment qu'un plus pour le médecin en soins primaires. Voilà. Je vous remercie, professeur Casamin-Bogan, pour cette overview de l'intérêt du numérique en médecine générale.